mang em. Iya, boleh.
Bien, à votre attention, s'il vous plaît. La visite va commencer. Voilà, s'il vous plaît. L'observateur va vous expliquer. Et après, vous allez visiter. Hein? Après, on fera la photo finale. D'accord. Voilà. C'est comme ça que ça se passe. Donc, écoutez bien les explications. Voilà, bienvenue à tous. Voilà, je m'appelle M. Kabla, bienvenue. Donc, on va vous donner des explications sur la maison des esclaves. On va vous donner des explications sur l'utilisation des cellules. Et enfin, on va vous donner un peu des explications sur la traite négrière. Donc, encore une fois, bienvenue à la maison des esclaves ou bien à l'ancienne maison des esclaves. Cette maison où nous sommes, la maison des esclaves, a été construite entre 1780 et 1784. Donc, cette maison où nous sommes est l'une des dernières esclaveries en date à Gorée. Pourquoi à cette époque-là, ici, à Gorée, presque toutes les maisons à bordure de mer étaient d'anciennes esclaveries. Voilà. Maintenant, les plus anciennes de ces maisons datent de 1536. 1536, c'est l'époque de construction des plus anciennes maisons des esclaves. À cette époque-là, cette maison où nous sommes, la maison des esclaves, elle pouvait contenir entre 150 à 200 esclaves. 150 à 200 esclaves, c'était la capacité d'accueil de la maison des esclaves, pour une durée d'attente de 3 mois, des fois 3 mois et demi. Donc je disais que l'île, les premières esclaveries datent de 1536, donc naturellement, Gorée a été découverte par les Portugais en 1444, donc on a eu d'abord la présence des Portugais. Après les Portugais, il y a eu la présence des Hollandais, et après les Hollandais, on a noté la présence des Français, les Anglais et à nouveau les Français. Donc ce destin singulier, Gorée le doit un peu à sa position géographique, plus proche des côtes américaines, et un peu à sa position stratégique parce qu'offrant un abri sûr pour les bateaux. Donc à cette époque-là, ces esclaves-là, ils vivaient ici séparés. On les séparait par âge, on les séparait par cellule et on les séparait par sexe. Donc de droite à gauche, vous avez des cellules. C'était des cellules typiquement pour les hommes. Droite à gauche, cellules des hommes. En entrant à la maison des esclaves, à gauche, c'est le sens de la visite. Donc cellule des hommes, 2,60 m sur 2,60 m. À l'intérieur de cette cellule-là, 15 à 20 esclaves. Ils étaient tous assis par terre, le dos contre le mur, les mains et les pieds enchaînés. Ces pauvres esclaves, ils n'avaient le droit de sortir qu'une seule fois par jour, soit pour aller manger ou bien pour aller aux toilettes. Ils n'avaient même pas le droit de tomber malade, car à l'absence de tout médecin, tout esclave malade était jeté à la mer. Donc, chers visiteurs, vous imaginez les conditions d'hygiène à l'intérieur de ces cellules-là. La conséquence directe, une épidémie de peste qui a ravagé une bonne partie de l'île de Gorée. Et cette épidémie de peste, elle est intervenue en 1779. 1779, une épidémie de peste a ravagé une bonne partie de l'île de Gorée. Donc tout juste après la cellule des hommes, à côté c'est la cellule des enfants. Cette cellule-là, c'est une petite galerie avec un couloir qui conduit jusqu'au fond. À l'intérieur, les enfants étaient couchés à même le sol, torse nu, serrés comme dans une boîte à sardines. Là aussi, je m'en vais vous rappeler qu'à cette époque-là, ces esclaves-là, on ne les achetait pas avec de l'argent. C'était plutôt un échange. Et du point de vue de l'échange, un esclave homme de plus de 60 kg ou bien une jeune fille vierge, on pouvait l'échanger avec une arme à feu. On pouvait aussi l'échanger avec une barre de fer. On pouvait aussi l'échanger avec du poudre à canon ou bien une certaine quantité de gomme arabique. Par contre, les enfants, on pouvait les échanger avec un collier ou bien un petit miroir. Les femmes, elles étaient 4 fois moins chères. Là aussi, j'attire votre attention sur ces produits-là. Ces produits-là peuvent vous sembler des produits dérisoires. Mais, à cette époque-là, chers visiteurs, nous étions au XVIe siècle. Et au XVIe siècle, le moyen de défense ici en Afrique, c'était l'arc et la flèche. Donc, imaginez la valeur d'une arme à feu pour se défendre et pour défendre toute sa famille. Donc, ces produits-là étaient loin d'être de la pacotille.
Tout juste après, la cellule des enfants, c'est la cellule des jeunes filles. Mais ici, à la maison des esclaves, si on parle des jeunes filles, on fait allusion aux jeunes filles vierges. À cette époque-là, ces esclavagistes, c'est-à-dire ces Européens-là, ils passaient beaucoup de temps ici. Et il leur arrivait de considérer ces esclaves jeunes filles comme leur propre épouse. Maintenant, si on constatait une grossesse, c'est ces esclaves jeunes filles, on les libérait ici à Gorée ou bien à Saint-Louis du Sénégal. Ce sont ces esclaves jeunes filles libérées ici à Gorée ou bien à Saint-Louis du Sénégal qui sont à l'origine d'une société intermédiaire entre les esclaves. Et cette société intermédiaire entre les esclaves, encore une fois, ici à Gorée ou bien à Saint-Louis du Sénégal, nous les appelons les signals, qui est une déformation du nom portugais señora qui veut dire madame en langue portugaise. Donc tout juste après, c'est la cellule des inaptes temporaires. Inaptes pourquoi? Parce que le poids minimum pour un esclave, c'était de 60 kg. Donc tout esclave homme qui ne pesait pas 60 kg était tout de suite considéré comme un esclave inapte. Temporaire aussi, pourquoi? Parce que non seulement on les enfermait, mais aussi on les engraissait. On les engraissait avec du fèves de marée. Le fève de marée, vous le connaissez sans doute, c'est une espèce d'haricot. Ici au Sénégal, nous l'appelons le niébé. Et on l'additionnait avec de l'huile de palme. Cela pendant 3 mois, des fois 3 mois et demi. Et ce n'était pas du tout un hasard, car c'était le temps que prenaient les bateaux en provenance d'Amérique pour venir ici, en Afrique. Puisqu'à cette époque-là, les bateaux avançaient avec l'aide du vent. Donc ces esclaves-là passaient 3 mois à 3 mois et demi engraissés avec ce fameux niébé, pour au moins qu'ils puissent atteindre ces 60 kg. Donc, au bout de ces 3 mois-là, s'ils ne parvenaient toujours pas à peser 60 kg, ça ne faisait pas d'eux des hommes libres. On les vendait ici pour servir de travaux d'intérêt public ou de travaux d'intérêt général. Donc là aussi, vous me donnerez l'occasion de vous dire qu'à cette époque-là, il y avait ces deux types d'esclaves. Les esclaves de case ou esclaves domestiques en général, c'était ceux qui pesaient moins de 60 kg. Et les captifs qui avaient fait l'objet de compartiments, c'était ceux qui arrivaient ici pesant au minimum 60 kg. Ceux qu'on mettait dans les cellules enfermées enchaînées, c'est eux qui étaient destinés à la vente. Et les esclaves de case ou esclaves domestiques, en général moins de 60 kg, on les laissait ici à la solde de ces fameux signards-là. Voilà, ces signards-là, puisqu'à l'époque aussi, on nous disait que ces signards-là, ils avaient leur activité économique. On se pose la question à cette époque-là, quelle activité économique ces signards-là pouvaient entretenir. Donc ces signards-là étaient des loueuses d'esclaves. Donc tout juste après, en dessous de ces deux escaliers, vous allez retrouver deux autres cellules. Ces cellules-là, ici à la maison des esclaves, nous les appelons cellules des récalcitrants. C'était des cellules de punition. On y mettait les esclaves qui se rebellaient, les esclaves qui refusaient d'obéir aux ordres. Pour les punir, on les enfermait au fond de ce trou-là. La punition, elle est toute trouvée. Le toit de ces cellules étant trop bas, les esclaves étaient obligés de rester accroupis pendant des jours et des jours. Le nombre d'esclaves qu'on pouvait mettre à l'intérieur de ces cellules-là n'était pas le plus important. Le plus important, c'est ces esclavagistes, c'était de pouvoir refermer cette porte-là. Donc il y en avait deux. La deuxième cellule des récalcitrants, elle est beaucoup plus éclairée. Elle est beaucoup plus éclairée, pourquoi? Parce qu'elle a deux petites fenêtres. Et ces deux petites fenêtres datent de 1848. 1848, c'est l'année de référence de l'abolition de l'esclavage dans les colonies françaises. La date exacte étant le 27 avril 1848. Mais avant d'accéder à cette porte de droite et de gauche, vous allez voir deux autres couloirs qui servaient de salle d'attente et de salle des gardiens. Justement, dans la salle d'attente, les esclaves étaient enchaînés 2 à 2, avec au milieu de leur cheville un boulet en fer de 10,3 kg. Donc là aussi, c'était pour empêcher à ces esclaves-là de s'évader. Et l'autre couloir était réservé aux gardiens et qu'on prélevait souvent, c'est les inaptes temporaires, c'est-à-dire les moins de 60 kg. Donc à l'époque, il y avait un petit pont construit avec du bois de rognier. Le bois de rognier, c'est le bois que vous allez voir tout à l'heure quand je vais terminer les explications et que vous faisiez le tour des cellules. C'est le bois que vous allez voir soutenir ce plafond-là. Donc à l'époque, le grand bateau ne pouvant pas amarrer beaucoup plus près, donc à cause des rochers, ce ponton-là servait pour les esclaves d'embarquer à bord de petites barques. Donc on les enchaînait 2 à 2, ils montaient à bord de petites barques pour rejoindre le grand bateau, amarré encore beaucoup plus loin. Donc l'étage avait servi de logement pour ces marchands d'esclaves. Voilà. Donc la traite des Noirs, qui a duré plus de 400 ans, est l'une des phases les plus douloureuses de l'histoire du monde. Elle fut un processus très très long et très très amer. Ici à Gorée, cette traite-là a duré 3 siècles et demi. De 1536 à 1848, année de l'abolition de l'esclavage par Victor Schœlcher. 3 siècles pendant lesquels 15 à 20 millions de Noirs ont eu à transiter sur toute la côte ouest africaine. Je dis 15 à 20 millions de Noirs et c'est une hypothèse basse. Une hypothèse basse, pourquoi? Parce que car si on part du ratio pour chaque esclave capturé à l'intérieur des terres africaines, amené dans un centre de transit comme celle-ci à Gorée, 6 ou 7 autres esclaves avaient forcément trouvé la mort, soit victime directe ou victime indirecte. Donc, 15 à 20 millions de Noirs, ce chiffre-là, on peut le voir à la hausse.
allant jusqu'à 100 voire 150 millions de Noirs qui ont eu à transiter sur toute la côte ouest africaine. Je dis bien aussi sur toute la côte ouest africaine parce qu'il n'y avait pas que comme Gorée comme centre de transit. D'autres endroits en Afrique avaient aussi servi de centre de transit. Par exemple, non loin de nous, en Gambie, il y avait le James Island. Au Bénin, il y avait le Ouida. En Afrique du Sud, il y avait le Cape Town. Au Nigeria, il y avait Badagry et Calabar. Et au Ghana, il y avait Elmina et Cape Coast. Tous ces endroits étaient des centres de transit. Mais ici aussi à Gorée, il n'y avait pas uniquement que la maison des esclaves. Au plus fort de cette traite et dans cette petite île de 900 mètres de long et de 300 mètres de large, des maisons comme celle-ci, il y en avait plus d'une vingtaine. Si les autres maisons des esclaves ont tout simplement disparu, le reste sont devenus des maisons privées. Mais celle-ci, si nous l'avons pour toujours, c'est parce que l'État du Sénégal l'a racheté à ses derniers propriétaires pour en faire le symbole de la déportation des Noirs. Mais sachez aussi, chers visiteurs, que ce n'était pas uniquement les Européens qui s'adonnaient à cette vente des Noirs. Car avant la traite atlantique organisée par les Européens en destination des Amériques, une autre traite l'avait précédée. C'était la traite des Noirs par les Arabes. Et c'était du 11 au 15e siècle. Et à l'époque, le grand port d'esclaves était l'île de Zanzibar. Et les destinations étaient l'île Maurice, l'île de la Réunion, Madagascar, Égypte et même jusqu'en Inde. Mais celle-là aussi n'était pas la toute dernière. La toute dernière est sans doute le commerce transsaharien du 7e au 19e siècle. Donc avant de terminer et de vous laisser parfaire votre visite en entrant dans les cellules, sachez qu'aujourd'hui, la Maison des Esclaves, c'est un espace de pardon, de dialogue et de réconciliation entre les peuples. Encore une fois, merci d'être venu et prenez soin de vous. Je vous pose la question. Voilà. Quels sont les chefs d'État célèbres qui sont passés ici et qui ont pleuré? Bon, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Quasiment tous les autres de marque de la République passent forcément à la Maison des Esclaves. Mais forcément, nous avons été marqués par la visite du président Nelson Mandela en 1991, lorsqu'il est venu à la Maison des Esclaves. Malgré le refus de ce protocole-là, le président Mandela est entré dans la cellule des récalcitrants. C'était sans doute pour se rappeler des longues années de détention passées dans les prisons de Robben Island. En dehors de cela, aussi, il y a le pape Jean-Paul II, à partir de cette porte, qui a eu à lancer un message fort quant à la nécessité de préserver les libertés individuelles, voilà, et de préserver aussi les mémoires. Donc, entre autres aussi, bon, tous les chefs d'État, comme il l'a dit, en passant par le président Obama, Hollande, tout ce beau monde-là ont eu à passer dans cette célèbre maison. Regarde.